T'es familière avec le concept de analog horror? Pas du tout. Eh ben, c'est un peu la nouvelle vague de trucs d'horreur. Attends, t'es qui? Il faut qu'on démarre. Gen Z. Est-ce qu'on peut en parler après, par contre? Ouais, si tu Ça veux. te dérange pas? Mais non, mais on n'aura pas le temps, mais c'est pas grave. On C'est ne juste que je suis parlera pas. stressée parce que je préfère Vas-y. qu'on fasse de l'épisode. On va faire de l'épisode. Vraiment. On fait de l'épisode là. Ça, c'est. On est en train de. Tu sais quoi? Faisons de l'épisode. Star System. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Ah oui. Dans cet épisode, l'Eurovision peut-elle éviter la politique? Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Tequila Tex. Salut. Tu es DJ, Oui. ancien rappeur, ancien membre du groupe de hip-hop TTC. Oui. Tu as cofondé les labels Institube et Sound Pellegrino Oui. et tu es un gros nerd de la musique en fait. J'aime bien ça, oui. Quand j'ai une passion, je vais au fond. Camille Fievez, qu'on connaît du podcast 300% Plaisir, a recommandé Star System récemment dans un épisode bonus et elle a dit « Samia, c'est la Tequila Tex au féminin ». Ah waouh, génial. En fait, c'était pour le côté, de temps en temps, genre on va se passionner pour un truc Ouais. et on va être à fond et on va essayer de maîtriser un maximum de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu connais de l'Eurovision? Est-ce que tu regardes déjà? Je regardais quand j'étais petit. Et là, j'ai un peu lâché ces dernières années. Mais je connais l'histoire du truc. Je connais, j'ai quelques souvenirs et quelques événements qui m'ont marqué. Bah trop bien, on va pouvoir en parler du coup. Ouais, dans l'Eurovision. Et puis, ouais, des morceaux, des trucs comme ça qui, je sais, qui ont commencé, enfin, qui ont existé grâce à l'Eurovision ou en tout cas qui ont concouru. Ouais. Et qui sont des morceaux qui restent avec moi. Et tu regardais vraiment tous les ans quand t'étais plus jeune? Non, c'était... non, pas tous les ans. Mais c'est je me parce rappelle... que ça passait à la télé, tu regardais, t'étais devant la télé à ce moment-là. Et c'était un rendez-vous quand même. Dans Ah, les quand années même. 80, 90, c'était un grand rendez-vous quand même, l'Eurovision. Tout le monde était devant sa télé, c'était l'événement. Non, je me rappelle de Joël Ursule. Ouais. Tu vois, White and Black. Ouais. Un morceau qui est écrit par Gainsbourg. Oui, tout à fait. Et qui arrive deuxième. Africa, mon amour, j'ai dans la peau, white and black. Qu'importe la couleur, tout s'égaux. Je me rappelle de ça. Je me rappelle vaguement de Céline Dion, qui, elle représentait la la Suisse. qui Exactement. n'est pas le Québec, dont elle est originaire. Non, pas du tout. Et elle déchire, quoi. Ne partez pas sans moi, c'est vraiment genre... Elle parle aux astronautes et tout, genre, vous quittez la Terre, mais ne partez pas sans moi. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ouais. C'est génial. Ouais. Et franchement, moi, je pense que c'est mon morceau préféré de Céline Dion. C'est vrai? Ouais. Et ouais, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Après, Après, si on parle de mes morceaux préférés de l'Eurovision, est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, on va donc parler de Eurovision et politique, mais on va quand même faire d'abord un espèce de petit historique, en tout cas, de l'Eurovision. On va essayer de voir un petit peu comment le concours a évolué, et donc ça va être l'occasion de parler de plein de chansons différentes. Alors, on va laisser le temps au temps. On va laisser le temps au temps. Donc, le concours Eurovision de la chanson, puisque c'est son nom complet, fête ses 70 ans, là, en 2026. Je te regarde ou je regarde la caméra? Non, tu me regardes. Après, si de regarde, temps toi. en temps, t'as envie de faire un petit clin d'œil, je peux pas t'en empêcher. Un peu The Office. Exactement. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Briser le quatrième mur. Ça serait excellent, vraiment. Donc, il fête ses 70 ans, le concours Eurovision de la chanson, cette année. Il a connu évidemment plein d'évolutions depuis sa création. On lui a beaucoup reproché d'être ringard et kitsch. En 2024, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais Ségolène Royal a déclaré que c'était un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d'exhibitionnisme. Et elle a conclu avec « La culture, la musique et l'Europe doivent se respecter, sinon personne ne les respectera plus ». C'est pas la première fois que Ségolène Royal est complètement à côté de la plaque culturellement, C'est sûr. puisqu'elle avait déjà essayé de complètement censurer les dessins animés du Club Dorothée quand on était jeune, et qu'elle avait complètement, et qu'elle avait à moitié réussi, et du coup les dessins animés japonais qui arrivaient en France étaient complètement aseptisés pour les écrans français, et ça nous causait énormément de chagrin, nous, les nerds de culture japonaise. Donc on déteste Ségolène Royal. Ouais, donc j'imagine que ça renforce encore plus ta haine. Ouais, on l'aime pas trop. On la trouve un peu... Pour une personne qui est censée être de gauche, on la trouve trop puritaine. Oui, bah, je suis d'accord avec toi.
Pourtant, quand même, avec les années, l'Eurovision s'est passé d'un modeste concours de chansons à un méga événement. Il a lancé ou propulsé des carrières musicales. C'est notamment le cas de ABBA en 1974 ou Céline Dion en 1988. C'est aussi un lieu important d'expression artistique, identitaire, sociale et politique. C'est devenu un espace de visibilité queer. Le concours véhicule des messages d'union, de diversité, de tolérance. Et d'ailleurs, le slogan de l'Eurovision, c'est « Unis par la musique ». Franchement, c'est génial l'Eurovision. Je suis un peu sorti du truc parce que j'ai l'impression que, comme on vient d'en discuter, mes passions, j'aime bien être à fond dans mes passions. Ouais. Et j'ai plus toutes les clés pour capter exactement ce qui se trame dans l'Eurovision. Mais j'ai des amis qui sont DJ très pointus, encore plus pointus que moi, dans la musique électronique, voire expérimentale. Leur petit péché mignon à côté, c'est d'être fan hardcore d'Eurovision. C'est des gens, pour la plupart, issus de communautés queer. Ouais, c'est ça. Et eux, tu peux leur donner telle année, ils te disent le palmarès, il n'y a pas de problème. Ils sont à fond dedans. Mais l'Eurovision a une ligne rouge, c'est un programme de divertissement, pas un espace politique. C'est une neutralité revendiquée qui constitue un pilier du concours et qui s'exprime dans le règlement qui interdit explicitement toute déclaration ou mise en scène à caractère politique. Donc ça, c'est la théorie, mais en pratique, le concours est régulièrement investi par la politique et il est aussi investi par des États qui l'utilisent comme un outil de soft power. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment l'Eurovision interagit, malgré elle, avec la politique et ce que ça raconte de l'essence de ce concours. Mais d'abord, on va faire un petit historique, un petit récap de l'Eurovision. On va traverser les années. J'ai très hâte. Déjà, le concours Eurovision de la chanson est créé en 1956 par l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, pour faire rapide. Et la mission de l'UER, c'est de développer la coopération audiovisuelle à l'échelle européenne et même extra-européenne. Ce qui d'ailleurs explique que plus tard, il y aura des pays qui ne sont pas des pays européens, ce qui rend beaucoup de gens un peu confus. Oui. C'est la Suisse qui propose de mettre en place ce concours. Neutralité oblige. Exactement. J'ai envie de dire. Il réunit au départ 7 pays. L'objectif, c'est de réunir l'Europe autour de la culture et du divertissement. Parce que le truc est diffusé dans toute l'Europe en même temps. Ouais. Donc toute l'Europe est devant sa petite télé. Exactement. Et là, on se sent appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Mais cela dit, à l'époque, tous les foyers n'ont pas encore de télé. Et il y a aussi des problèmes techniques. Genre, il y a une année, je crois que c'est en 1958, que le concours est vraiment retransmis en plein milieu du show italien parce qu'ils ont raté tout le début, parce que ça n'était pas retransmis correctement. Enfin, voilà, il y a aussi énormément de problèmes techniques. Mais c'est déjà incroyable. Au départ, juste, on va mettre des pays en compétition et ils vont chanter chacun 2 chansons. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays, comme j'ai dit, 7 pays. Donc, ils se disent, bon, une chanson, ça va être vraiment trop vite fait, trop vite plié. 2 chansons par pays. Ok. On l'a évoqué, c'est un concours qui est très investi par les personnes queer, mais en fait, ça remonte carrément à 1961. La chanson gagnante, c'est celle du Luxembourg, c'est « Nous, les amoureux » de Jean-Claude Pascal, sur 2 personnes homosexuelles qui vivent leur amour caché. Waouh. Les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont 1000 et l'on est 2 les amoureux.
C'est simple, c'est beau, c'est simple, ça roule les airs, on aime. C'est extrêmement touchant comme chanson. Et en plus, à l'époque, tout le monde ne perçoit pas du tout que ça parle de deux personnes homosexuelles. Sans se cacher. Sans se cacher. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de téléspectateurs. Comme le concours grossit en popularité, on essaie de choisir de plus en plus d'artistes déjà établis, en se disant ça permettra de changer la donne. Donc c'est le cas par exemple en 1962 avec Isabelle Aubray. C'est beau ça, déjà là je suis bien. Un premier amour, premier amour. Qu'est-ce qui roulait les airs à l'époque? C'est vrai. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Donc ils essaient de mettre de plus en plus d'artistes connus, mais ça marche pas toujours. Jusqu'à France Gall, Poupée de cire, Poupée de son en 1965. Une chanson écrite par Gainsbourg. France Gall était déjà connue pour Sacré Charlemagne à l'époque. Il y a eu une polémique parce qu'elle était pas très contente sur scène quand elle a reçu le prix. Et on se demandait pourquoi elle n'était pas contente. Parce qu'on l'a forcée à chanter une chanson hyper creepy. Peut-être aussi, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, elle sortait secrètement avec Claude François. Et qu'elle savait, avant de recevoir son prix, qu'elle allait gagner. Elle avait été informée. Elle l'a appelé, trop contente pour partager la nouvelle. Et c'est là qu'il a annoncé que c'était terminé. Donc elle est montée sur scène en pleine rupture, en plein chagrin d'amour. Pauvre France Gall. Il y a eu Serge Lama en 1971. En 87, pour la Belgique, Plastique Bertrand. Yes. Ça, c'est des choses que tu as vues, du coup, peut-être en live. J'ai pas le souvenir de Plastique Ok. Bertrand. Par contre, j'ai le souvenir d'un autre groupe belge qui arrive dernier Ouais. et qui est un groupe très important pour la musique électronique, pour la musique pop internationale. C'est Telex. Ils font un morceau un peu pour se foutre de la gueule de l'Eurovision. Le morceau s'appelle Eurovision. Beaux messieurs, belles dames, musique au programme, chanteurs à vos gammes, que le meilleur gagne. Les frontières sont ouvertes, que déclarer si ce soir c'est la fête. Les vedettes sont inquiètes, elles se maquillent, fument une cigarette avant d'aller sur la scène. Eurovision, 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 Eurovision. Franchement, j'adore. Zap vers la fin parce que ils ont des Ah oui, qu'est-ce qui sort de leur poche? ils ont des confettis dans les poches. C'est vraiment drôle. L'aspect méta du truc est complètement passé à côté des juges. Peut-être parce que l'Eurovision se veut être un concours premier degré où on y croit à fond. Oui, tu à ce peux qu'on dit. Il y a pas pas tourner en de- ridicule. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de... D'aucuns diraient que c'est pas vraiment de l'ironie en même temps ce qu'on fait Telex. C'est juste une fréquence d'humour qui résonne différemment. Et cette fréquence, c'est la fréquence belge. Ça me fait penser à un groupe qui s'appelle Cobra. Tu vois ou pas? Cobra, ça me dit quelque chose, où c'est des lieux associatifs pour les jeunes. En fait, le côté très premier degré, c'est tellement drôle. Ouais. Moi, c'est vraiment mon type d'humour, je pense. Ben voilà, c'est la Belgique. Eh ben, bravo à la Je Belgique. pense. Parce qu'en plus, il y a un truc aussi où, quand tu viens d'un autre pays, t'as pas forcément les paroles. Ouais. Donc, tu passes à côté de la Ouais. majorité du spectacle, en Ouais, fait. ouais. Tu vois juste un groupe qui est bizarre, qui est habillé en costard, Ouais. ça n'a aucun sens. J'espère qu'ils fournissent des traductions aux juges. Puisqu'on parle justement de la langue, en 1974, les participants peuvent désormais chanter dans la langue qu'ils souhaitent. Avant, ils étaient obligés de le faire dans la langue du pays qui le représentait. Donc les Suédois chantent tous en anglais et Voilà. gagnent à chaque fois. C'est exactement ça, parce que c'est l'année du groupe ABBA. Et voilà, les meilleurs de Voilà. tous. Ouais. C'est Waterloo. En plus c'est un titre belge. En plus ils sont trop forts ABBA quoi. Ils ont vraiment calibré le truc. ABBA c'est la machine pop suédoise qu'on ne peut pas arrêter.
Ouais, c'est excellent. Trop bien. C'est vrai que c'est génial. C'est trop bien composé, c'est trop bien écrit. C'est vraiment. Je pense que c'est ce qui déclenche le début du takeover de l'industrie musicale européenne par la Suède. On peut rappeler que la Suède, derrière l'Amérique et les États-Unis, c'est la 3e plus grosse industrie du disque dans le monde. Oui, Max Martin. Toutes les chanteuses comme Robin, Ouais. tout ça, Sia. Ouais, c'est vrai. Tous ces... En ce moment, il y a Zara Larsson qui cartonne, qui vient de Suède Voilà, aussi. c'est Suède ou Norvège ou Danemark, mais c'est les pays scandinaves. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est drivé par la puissance de l'industrie musicale suédoise. Et d'ailleurs, Spotify vient de Suède aussi. Absolument. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Oui, exactement. Mais moi, j'adore la musique suédoise et je pourrais en parler pendant des heures. Mais plus les années passent, et plus le concours commence à acquérir une réputation déjà ringarde. En 1980, c'est le papa pingouin. Tu l'as vu, Ouais. tu as vu la performance, elle est trop drôle, moi, elle me fait trop rire. Reprise par Lordi. Qui est reprise par Lordi, exactement. C'est très drôle, mais il y a plein de gens qui commencent à dire mais c'est quoi ce Ça danse des canards, quoi. Ouais. Littéralement. Pourtant, ils vendent 1 million d'exemplaires par la suite. Mais parce que le kitsch, c'est marrant aussi, mais en fait, quoi. c'est ça. Mais pour les personnes qui ont du goût, l'Eurovision, ça devient un truc de beauf. Ouais, puis comme toutes les choses qui sont considérées beauf par certains snobs, après ça fait un cercle en fait. Ouais. Et ça redevient cool en fait. Surtout chez les Anglais en fait. Les Anglais, ils ont cette culture d'analyse et de regard sur l'Eurovision particulier, qui fait qu'ils le prennent au xème degré et que les Anglais les plus pointus sont à fond dans l'Eurovision. Ah, je savais pas qu'il y avait une particularité au Royaume-Uni là-dessus. Ouais, moi, en tout cas, les gens que je connais qui sont matrixés, comme on disait les jeunes, hein, par l'Eurovision, eh bien, ce sont des Anglais. En 1982, TF1 enlève l'Eurovision de ses programmes car ils disent que c'est pas assez culturel, pour dire à quel point il y a eu un tournant. Wow. Et en fait, d'un coup, c'est le mépris. En plus, ça me fait rire que ça vienne de TF1. Ouais, les rois de la vois culture. Exactement. Ouais. ouais. Après, forcément, dans les années 80, je sais pas trop quelle était la réputation de TF1. Ah non, mauvaise. À l'époque, TF1, c'était un peu la télé poubelle, ouais. Et donc, du coup, les téléspectateurs français réclament le retour de l'Eurovision. Ouais. Ils sont privés d'Eurovision. Ouais. Ça revient en 1983 sur Antenne 2. Ah oui. En 1988, donc, c'est Céline Dion qui représente la Suisse. Elle a 20 ans à ce moment-là. Oh, elle est géniale. Elle est déjà connue au Québec et en France, mais évidemment, elle n'est pas encore l'énorme star qu'elle deviendra. Ouais. Et son manager et futur mari, René, veut séduire les investisseurs américains qui disent une condition, si vous gagnez l'Eurovision, alors que on parle des Américains, Ouais. on vous signe sur une major. C'est fou. Hein. Et c'est là donc qu'elle interprète Ne partez pas sans moi, face en France à Lara Fabian. Waouh. Et elles sont au coude à coude, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui va gagner. Waouh. Et finalement, c'est Céline Dion qui remporte. Et elle va effectivement signer ensuite aux États-Unis. Et ça va vraiment propulser sa carrière, quoi. Bien sûr. Et ça va devenir une star internationale. Ouais. Grâce à un concours européen, quoi. Je trouve ça fou d'écrire là-dessus, quoi. Genre, c'est vraiment la conquête de l'espace, quoi. C'est vraiment genre la guerre froide. Space Age, tu vois, en même temps, Soulful, Diplomats. Vous qui cherchez l'étoile, On dirait un générique de dessin animé un peu. Oui, c'est vrai, on dirait exactement ça. qui vivez sans rêve, vous, héros de l'espace. Tch, toum, toum. J'ai envie de rapper dessus, tu vois. Ah vas-y, ne te prive Je vais pas. pas le faire. Hey yo, hey yo. Donnez-moi ma chance, emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. J'avoue qu'elle est excellente parce que moi, d'une manière générale, je suis pas très sensible au charme de Céline Dion, je dois D'accord. avouer. Mais celle-là, elle est pas mal. Ensuite, justement, c'est la chute du mur de Berlin. Ce moment-là va commencer à amener un petit peu de politique dans l'Eurovision. C'est pas la toute première fois qu'il y a de la politique. De toute façon, même l'Eurovision, l'essence même de l'Eurovision, c'est de rapprocher les peuples. Il y a un message déjà politique Ouais. derrière. Mais bref. Et donc là, encore plus avec la chute du mur de Berlin, où il va y avoir plusieurs morceaux
qui évoque ce sujet sur scène, parce que c'est la ferveur, c'est le moment effectivement où les choses commencent à changer, ça annonce la chute de l'URSS à venir, enfin c'est assez incroyable. En 1990, tu l'as évoqué, c'est Joël Ursule, ex-membre de Zouk Machine, chanson écrite par Gainsbourg, qui devient un tube d'ailleurs avant d'être présenté à l'Eurovision. Il arrive deuxième. En 1991, c'est donc Amina, franco-tunisienne, qui chante « C'est le dernier qui a parlé qui a raison ». Ah voilà, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon, tu ne tombes pas rond. C'est sans raison. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Il y a donc un message politique aussi qui est de revoir une personne maghrébine pour représenter la France. C'est le moment effectivement de SOS Racisme qui est vraiment derrière Amina et il y a cet esprit de peut-être qu'on va pouvoir se réconcilier avec les communautés immigrées. Hyper Mitterrand-era, quoi. Mitterrand-era. Mitterrand. C'était avant le bruit et l'odeur, c'était avant tout ça. Ouais. La notion d'appartenance à l'Europe, elle est vachement connectée avec la notion de SOS Racisme. Donc il y a Pif Gadget, qui est le journal pour enfants de la gauche, quoi, genre édité par l'Humanité, un truc comme ça, tu vois. Et c'est genre WWF, on va sauver les animaux, on va aimer son prochain, peu importe d'où il vient, et on va tous vivre ensemble, wow. Et on va tous faire partie de l'Europe, le mur de Berlin qui s'écroule, l'Eurovision, MTV et le câble qui arrive en France avec MTV Europe. Et on découvre les pays autour de nous du bloc Est, un peu, tu vois. On est juste avant l'arrivée d'Internet et on découvre toutes ces choses-là et on découvre qu'on vit des choses en commun avec des gens en Finlande, des gens en Grèce, tu vois. Non, mais ça doit être un moment d'ébullition et en fait, on se dit... Le progrès est inarrêtable, on va forcément aller mieux, et c'est super, et l'union entre les peuples, et en plus il n'y a plus la menace nucléaire, et voilà. On va partir dans l'espace avec Céline Dion aussi. On ne peut pas être plus opposé aujourd'hui, je pense, à cet état d'esprit-là. Enfin, l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, c'est l'inverse total. Même si, avec du recul, ce truc naïf de on est tous ensemble, il est naïf. Il y avait plein de choses à revoir là-dedans, et peut-être même que c'est cette illusion de tranquillité qui a laisser la porte ouverte à l'extrême droite par la suite. On manquait de vigilance. On connaît le rôle qu'a eu Mitterrand et compagnie dans la montée de l'extrême droite par la suite. Donc, mais il y a un état d'esprit, en tout cas moi je le voyais pas sous cet angle-là, je le voyais sous l'angle d'un petit enfant. Voilà. Et j'avais cette illusion du vivre ensemble, c'est sûr. Et je pense que c'est bien aussi parfois de rêver, même si effectivement il faut toujours rester vigilant. Mais aujourd'hui, on a une intranquillité, on a un manque d'insouciance, quoi, en fait. Et je trouve que c'est dur aussi à vivre au quotidien. Ensuite, il y a effectivement toute la question queer dans l'Eurovision. J'ai évoqué évidemment tout à l'heure cette chanson en 1961 sur un couple homo qui doit vivre caché. Et puis en 1998, c'est la participation de Dana International pour Israël, première artiste trans. Ce qui déplaît d'ailleurs aux conservateurs, aux traditionalistes en Israël. Donc ça a fait énormément débat. Elle reçoit d'ailleurs des menaces de mort en Israël, hein, bien sûr. Elle doit avoir une sécurité rapprochée. Mais déjà là, ça montre aussi encore une fois que l'Eurovision peut être une scène sur laquelle peuvent s'exprimer des personnes qu'on ne voit pas habituellement, en tout cas à la télé. Il y a eu en 2013 un groupe suédois d'ailleurs qui s'est embrassé sur scène pour célébrer le mariage pour tous. En 2014, c'est Conchita Wurst, évidemment, qui représente l'Autriche. Ça a été un raz-de-marée, Conchita Wurst. Tu te rappelles ou pas? Quand même, c'était la folie. Hein. Ouais, je me rappelle l'avoir vu ça.
ça représente bien 2014 en fait. C'est Ouais. encore un peu pré-Trump, c'est même Ouais. bien pré-Trump. Ouais. En France, c'est encore François Hollande. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, c'est pareil, on se dit non, mais c'est bon, tout va bien se passer. Enfin, tout n'est pas excellent et tout n'est pas parfait. Et bien sûr qu'il y a énormément de gens qui souffrent et plein de communautés. Ouais. Mais on se dit, on ne va faire que améliorer la situation. On ne va aller que vers le On progrès. ne va aller que vers le progrès. À 2 reprises, on s'est dit, il va pas passer Trump. Et il est Il y passé. a 2 reprises. Il y a eu le Brexit. On s'est dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de monde où ça passe. C'est passé. La montée du FN, du RN en France. Ouais. Il y a un nuage noir qui plane, en fait. Voilà, on a eu brièvement Jean-Marie Le Pen, mais il y avait un côté, la participation était en baisse. Ouais, bien sûr. En 2002, je crois, c'était. À Oui, cette quand il est époque. passé, Voilà, quand c'est il ça. est passé au deuxième tour. Oui, oui. Ouais, et puis finalement, ça a été un raz-de-marée pour Jacques Chirac. Et on s'est Ouais. dit, ok, ouf. Non, mais Ouais, enfin, ouais, évidemment ouais, qu'on ouais. n'allait pas voter Ouais. pour un mec comme Ouais, ça. ouais. C'était un soupir de soulagement, mais aussi, évidemment. Ouais. Donc, le système de vote de l'Eurovision. Les choses ont évolué. D'abord, en 1956, c'était un jury secret qui votait. C'était donc chaque pays envoyait 2 jurés sur place qui attribuaient chacun 2 points à leur chanson préférée. Et à l'époque, ils pouvaient même voter pour leur propre pays. C'est une règle qui changera par la suite. Ouais. D'ailleurs, les résultats n'étaient pas rendus publics. On annonçait juste le gagnant et après, les résultats ont été détruits. On n'a pas gardé le classement aujourd'hui. En 1957, le jury peut désormais voter en direct par téléphone. Mais je parle bien d'un jury. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on introduit une règle fondamentale de l'Eurovision qui est toujours donc en vigueur aujourd'hui. Il est interdit aux membres des jurys nationaux de voter pour leur propre pays. Moi, je me souviens, à l'époque, années 80, ils demandent à chaque pays pour qui avez-vous voté. Et chaque pays donne son classement avec 2 voix pour 2 points. Tu vois, ils disent le nom du pays, 2 points. Le nom du pays, 1 point. Le nom du pays, machin. Et donc, il y a un suspense de fou, en fait, parce que tu dois te coltiner toute la liste avant de savoir qui va avoir combien de points. Même aujourd'hui, le système de points, qui est compliqué, mais bref, le système des 12 points, ça amène aussi un suspense jusqu'au bout. Ce qui fait que le spectacle vraiment dure jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin, tu sais pas qui va gagner. Oui, c'est incroyable. Ensuite, les années 60-70, il y a plein d'expérimentations dans le système de vote. Et finalement, en 1975, c'est la naissance des fameux 12 points. En gros, je sens que tu te lances dans un truc là. Très compliqué. Attends, j'essaie de me concentrer. J'essaie de me concentrer parce que je suis pas très bonne en maths. Je te laisse. Par exemple, si la France a donné le plus de voix, mettons, à l'Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne va recevoir 12 points. D'accord. Ensuite, le deuxième pays pour lequel a voté la France va recevoir 11 points. C'est encore plus compliqué que ça. C'est qu'il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 11. On passe de 8 à 10, de 10 à 12, et c'est voulu pour creuser l'écart entre le top 3 et le reste. Donc c'est hyper compliqué comme système. Donc en gros, le premier pays va recevoir 12 points. Le deuxième va recevoir 10 points. Le troisième va recevoir 8 points. Quatrième, 7. Cinquième va recevoir 6 points. Sixième va recevoir 5 points. Septième, 4 points. Huitième, 3 points. Neuvième, 2 points. Dixième, 1 point. Et c'est le cas non seulement pour le vote du jury, mais plus tard pour le vote du public. D'accord. Mais toi, par exemple, quand tu votes après dans le public, c'est pas toi qui dis 12 points. Machin. Toi, tu dis juste, OK, un pays, paf. Ouais. Et ça va être converti par la suite Okay, en fonction des résultats du pays. J'espère que j'ai bien expliqué. Ouais, moi en tout cas, j'ai compris. En 1997, c'est l'arrivée du télévote. Donc cette fois-ci, le public peut voter aussi. En tout cas, au départ, c'est le cas dans 5 pays, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. D'accord. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y a plus de jury. Il n'y a plus que le public. D'accord. Et le jury revient plus tard. Le jury revient en 2009, où cette fois-ci, on va combiner le jury et le télévote. D'accord. Et d'ailleurs, les deux vont être à 50% chacun. Chacun va avoir le même poids. Ok. Voilà. À partir de 2016, on annonce les 2 classements séparés. D'abord le vote jury et ensuite le vote public. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le vote jury va donner un certain classement au pays. Mais en fait, tout peut être renversé par la suite avec le vote du public. Ce qui fait aussi durer le suspense jusqu'au bout. Ce système de ne pas pouvoir voter pour son propre pays, ça véhicule un message qui est vraiment « on ne prêche pas pour sa paroisse ». C'est un message d'union. On vote pour d'autres pays. On est dans une compétition, certes, mais le public et le jury est là pour aussi soutenir d'autres pays. Ce que je trouve, moi, hyper intéressant. Enfin, c'est un truc assez fou. C'est quand même très propre à l'Eurovision. J'ai l'impression qu'il y avait des espèces de demi-finales, qu'il y avait des espèces de... que c'était pas unique, que ça se jouait pas uniquement en un soir. Le jour en un soir. Il y a 2 demi-finales et une grande finale. Parce qu'en fait, il y a trop de pays déjà. Donc, c'est réparti en 20... Et après, les 10 de chaque soirée, les 10 meilleurs de chaque soirée vont se réunir pour la grande finale. D'accord, génial. Waouh, incroyable.
incroyable. Ok, Ouais, j'avais ouais. pas saisi qu'il y avait tant de pays que ça. Donc l'Union est vraiment au cœur du concours. D'ailleurs, il y avait un petit film pour la finale de 2024 qui montrait une onde musicale qui traversait la forêt, la mer, les champs, la ville, pour ensuite rejoindre l'arène dans laquelle se produit le spectacle. Donc bien sûr, c'est un petit film de fiction, une espèce d'onde avec les différents tubes qui ont fait l'Eurovision. Et donc ça va vraiment symboliser cette union-là, l'union à travers les années, l'union entre la mer, la ville, les champs, etc. Donc c'est vraiment l'esprit. Et donc cette union, elle est aussi politique. Pendant les demi-finales de 2023, le film d'ouverture montre des habitants de Liverpool se mettre aux couleurs de l'Eurovision, mais aussi de l'Ukraine, D'accord. sous les yeux de Charles III et Camilla. Et plus tard, pendant l'entracte de la grande finale, on voit d'autres candidats interpréter des titres originaires de Liverpool. Et à la fin, les chanteurs et animateurs chantent You'll Never Walk Alone, l'hymne de Manchester United, avec le groupe Rutala à Kiev en duplex. Donc c'est vraiment cette idée aussi d'union politique. Ok, très bien. D'ailleurs, c'est déjà, moi, dans un essai que j'ai lu, évidemment, je mets les sources dans les notes de l'épisode, il y a une super collection d'essais qui s'appelle Comprendre l'Eurovision, qui est vraiment très, très intéressant. C'est qualifié de moment de kitsch politique, le fait d'être en duplex, différé, avec tout le monde qui reprend en même temps cette chanson. Il y a un côté un peu kitsch. Un peu une saveur We Are the World. Exactement ça. L'union entre les pays, c'est aussi un combat contre le monde extérieur, nous contre les autres, et les autres, c'est la guerre, la violence, l'intolérance. Le nous, en revanche, c'est un peu flou. C'est pas très bien déterminé, c'est pas très bien défini. Ouais. Est-ce que c'est les artistes? Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est les Européens? La communauté internationale? On sait pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment nous, on est unis contre la guerre, la violence et l'intolérance. Et on va voir après que pas dans tous les cas d'ailleurs, mais bon bref. Dans la phase d'annonce des résultats, donc la compétition est à son comble, mais pendant toute cette phase d'annonce de résultats, les codes visuels rappellent le message d'union avec le cœur du logo de l'Eurovision. Les animateurs vont faire un cœur avec les mains, des mains posées sur la poitrine, des baisers envoyés avec la main. Donc ça permet un peu d'atténuer le côté très compétitif de l'Eurovision. Ouais, On ok. est quand même ensemble, tu vois. Ouais. Mais donc, l'objectif de l'Eurovision, c'est de célébrer la diversité culturelle dans un esprit d'unité. Et je l'ai dit dans l'intro, c'est conçu comme un programme télévisuel apolitique qui est pourtant régulièrement investi par des États comme un outil de soft power, comme un levier d'influence à travers l'image et la culture. Donc, c'est pas les pays qui représentent, c'est-à-dire c'est les télédiffuseurs. Donc normalement, c'est pas les pays, c'est pas la France qui choisit tel artiste, c'est les télédiffuseurs. Mais voilà, on va faire simple, on va dire chaque pays fait des choix artistiques, linguistiques, esthétiques pour mettre en scène son identité nationale devant une audience internationale. Donc déjà, la performance devient un acte politique, une forme d'identité. En 2016, c'est la chanson 1944 de Jamala qui est gagnante pour l'Ukraine en 2016, qui évoque la déportation des Tatars de Crimée dans un contexte de tension avec la Russie. Évidemment, c'est perçu par tout le monde comme un message politique, une dénonciation de l'annexion de la Crimée par la Russie. En 2015, le groupe Généalogie représente l'Arménie, avec un titre qui fait allusion au génocide arménien pour le centenaire du génocide arménien. Je parlais d'identité. Il existe donc une hiérarchie culturelle dans l'Eurovision. Tous les pays ne participent pas sur un pied d'égalité, dans le sens où on considère qu'il y a des États un peu centraux. Il y a des États déjà qui vont beaucoup plus financer que d'autres. D'accord. Et d'autres pays qui sont situés plutôt sur la périphérie et qui doivent recourir à des stratégies pour percer, tu vois, et pour se faire connaître. Et c'est le cas notamment avec la Finlande en 2006, avec le groupe de hard rock Lordi. Parce qu'ils se sont dit, OK, on va montrer notre spécificité locale, qui est vraiment le hard rock métal. Le hard rock chrétien, j'irais même plus loin que ça. La spécificité de la Finlande. Pour avoir été en Finlande plusieurs fois et avoir fréquenté beaucoup de groupes de rap et de musique électronique finlandais, il y a toujours ce spectre de la musique chrétienne en Finlande. Intéressant. L'un des meilleurs groupes de rap finlandais, si tu creuses un peu, à leur début, était
dans leurs paroles, reflétaient ce truc chrétien. Et Lordi sont chrétiens. Et Lordi, c'est du hard rock chrétien à fond. Ça, Hard rock Alléluia. Le morceau C'est s'appelle vrai. Hard rock Alléluia. Non, c'est vrai, Le t'as raison. morceau est méga chrétien, mais après, ils sont pas infréquentables, quoi. C'est pas. Oui, c'est pas des nazis. Non, c'est pas des nazis. J'ai pas l'impression que cette chrétienté omniprésente en Finlande soit forcément liée à un truc xénophobe. Par exemple, l'un des membres de ce groupe de rap finlandais que je dédicace au passage, Cybrolistics, c'est par la suite converti à l'islam. C'est avant tout, je pense, un attachement à la religion. Ok. Lordi, il récupère un gimmick d'un autre groupe de métal qui s'appelle Gwar, et qui a pour spécificité de s'habiller avec des tenues de monstres un peu influencées par la tradition des séries japonaises de type Bioman, Power Rangers, Ah ouais, d'accord. etc., XOR, etc., les shérifs de l'espace, etc. Si tu remontes, c'est vraiment un truc traditionnel japonais de kaiju, de monstres surnaturels avec des tenues en caoutchouc. Et donc, ils s'habillent comme ça. Et en fait, c'est super drôle, quoi. C'est super drôle, surtout que le lendemain, ils étaient encore habillés comme ça pour la conférence de presse. Exactement, ils sortent pas du personnage. Non, c'est un côté drague aussi d'ailleurs. Exactement, il y a un côté drague là-dedans. Il y a un côté transformation là-dedans. Et il y a un côté fabuleux là-dedans parce qu'ils sortent pas du perso et ce qu'ils vont chanter c'est très glam, c'est pas du tout dark. La façon, au final, ça reste du hard rock, mais on n'est pas sur du death metal norvégien qui brûle les églises, quoi. Ouais, bah, surtout qu'ils sont chrétiens, donc ça doit garder un message d'espoir, Exactement. de positivité. Exactement. On est plutôt sur du Twisted Sister, on est plutôt sur un truc presque queer au final. J'adore. Tu vois, de glam rock en fait. Rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Walls can roll like thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now made us soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of war. And Master Moon is rising, gave us this sign. Now let us rise up in war. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Demons and angels, only one have a right. En le réécoutant, j'ai l'impression qu'il y a un côté presque pop en fait. Ouais, c'est hyper pop, bien sûr. Ah ouais, C'est ouais. pas du tout du hard rock genre dark et Non, tout. c'est très mélodique et C'est tout. super mélodique, super pop. Ils parlent des anges qui chantent le hard rock Alléluia, quoi. C'est ça. Voilà, c'est du gospel. Donc eux, ils ont trouvé ce gimmick Ouais, pour sortir du lot ouais, et pour un petit peu exactement. se démarquer. Exactement. Et une autre stratégie pour sortir du lot, donc d'Israël avec Dana International, premier artiste transgenre à remporter le concours. L'idée, c'est vraiment de s'attirer la sympathie internationale, de neutraliser certaines critiques et d'avoir une narration positive autour du pays, quoi. Tu veux dire faire du pinkwashing, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, ce pinkwashing-là, il a aussi forcément des limites. En 2007, c'est l'artiste serbe Serifovic, lesbienne et militante, qui gagne le concours. Et donc, sa victoire va amener l'année suivante l'Eurovision à Belgrade, puisque bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais l'Eurovision, Oui. chaque année, a C'est un lieu... point important, ça. mine de C'est rien. important, ouais, dans le pays qui a gagné l'année précédente. Et donc là, la victoire de cet artiste va amener l'Eurovision à Belgrade l'année suivante, alors que la ville n'avait plus organisé de Pride depuis que l'extrême droite avait attaqué la manif en 2001. Horrible, ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est presque un piège. Je dirais que c'est même une claque pour les personnes queer, qui sont vraiment extrêmement importantes pour ce concours, que de faire ça dans une ville qui rejette complètement... Parce qu'en plus, c'est que la ville d'accueil va aussi bénéficier de l'aura de l'Eurovision. C'est Bien un moyen sûr. de montrer, de faire rayonner la ville culturellement. Donc c'est dingue. En 2009, le concours a lieu à Moscou, où la Pride est interdite, évidemment. La police disperse une marche illégale l'après-midi de la grande finale. Parce qu'on a envie d'utiliser ce truc pour donner de la visibilité à ces personnes. Et puisque déjà, un bon pourcentage du public est issu de ces communautés. Et c'est cautionné Et un en fait, pays... en faisant gagner ces participants-là, eh ben, on ouvre la porte à ce que
Des manifestants se passent taper dessus l'année d'après. Exactement. En 2012, l'Eurovision a lieu en Azerbaïdjan, Ok. un État qui réprime les militants de la démocratie et les personnes queer. Enfin voilà, exactement. Donc c'est tout le temps ce problème-là, avec l'Eurovision qui promeut une certaine idée d'inclusion, qui célèbre la diversité sexuelle et qui, en même temps, cherche toujours à se dépolitiser. Et c'est impossible, il y a une contradiction dans les termes, en fait. Aucun pays, d'ailleurs, n'utilise l'Eurovision comme outil de soft power comme Israël. Donc Israël a adhéré à l'Eurovision en 1973 et depuis, ils cherchent à inscrire leur pays dans l'espace culturel de l'Europe en projetant une image de modernité, de pluralisme, d'innovation artistique. Théoriquement, ce n'est pas les pays qui mettent en avant des artistes, c'est les télédiffuseurs, mais dans le cas d'Israël en particulier, C'est le gouvernement. très très lié au gouvernement. Aucun pays n'est aussi fort qu'Israël en pinkwashing. Donc depuis les années 2010, Cannes, qui est le télédiffuseur israélien membre de l'Eurovision, a souvent sélectionné des chansons qui promeuvent Israël comme une destination de voyage gay-friendly. Donc c'est une idée qui va s'aligner avec la stratégie israélienne de présenter ce pays comme le seul endroit sûr au Moyen-Orient pour les personnes queer. Ah, voilà. C'est le moment de rappeler des faits importants. Le mariage gay n'est pas légal en Israël. Déjà, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que si tu te maries ailleurs, tu peux faire reconnaître ça en Israël, mais tu n'as pas le droit de te marier avec une personne de même sexe en Israël. Parce qu'évidemment, les conservateurs n'acceptent pas ça. D'ailleurs, ils n'acceptent pas non plus les mariages entre personnes de différentes confessions. Ok, oui, évidemment. Il y a un autre fait aussi important, c'est qu'en Israël, les agents de renseignement font régulièrement du chantage auprès de Palestiniens queer. Ils vont aller sur Grindr, ils vont les appâter, les pousser à révéler leur identité et ensuite les menacer, leur faire un chantage. S'ils ne coopèrent pas, s'ils ne jouent pas les indiques, ils seront outés. Donc ça, c'est Terrifiant. le pays qui dit « Ah non, mais si vous allez en Palestine et que vous êtes gay, vous n'allez pas en revenir vivant. » quoi. Ouais, voilà, oui. Et Une façon évidemment- de faire taire aussi les militants pro-Palestine Exactement. queer. Et évidemment, Israël est un pays colonisateur qui commet en plus là un génocide contre les Palestiniens depuis plusieurs années, vraiment un génocide actif, mais qui occupe la Palestine depuis 1948. D'ailleurs, il y a une contestation qui existe sur la scène de l'Eurovision. Par exemple, en 2019, le groupe techno Atari, il décide de se rendre en Israël parce que cette année, ça a lieu à Tel Aviv. Et il dénonce l'occupation en coopérant avec un musicien palestinien queer, Bachar Mourad. Par contre, ils n'ont pas le droit de faire de vidéos communes avec cet artiste parce que l'UER, l'Union des télédiffuseurs, refuse ça. Mais au moins, ils performent sur scène avec ce musicien palestinien. Et ensuite arrive la grande finale. Et là, Atari brandit des drapeaux arc-en-ciel et trans et aussi des drapeaux palestiniens en montrant bien qu'il relie ces deux causes. Ce geste est sanctionné par l'Union des télédiffuseurs pour violation des règles de neutralité politique. D'accord. Le moment Conchita de diversité, de tolérance est terminé et la scène de l'Eurovision devient de plus en plus conflictuelle. L'Union des télédiffuseurs se retrouve dans une position hyper délicate. Ils rappellent leur attachement à la neutralité, mais en même temps, la neutralité qu'ils choisissent, c'est déjà un geste politique. Il n'y a pas de neutralité politique. Non. Quand tu détermines ce que tu peux dire ou pas dire, c'est déjà une affirmation politique, en fait. Et en plus, comme ils se prétendent neutres, ils n'ont pas besoin de justifier les règles. C'est ce qu'on a décidé, donc il n'y a pas besoin de justifier. C'est ce qu'on estime être une neutralité, quoi. Ils essayent parfois d'intervenir. Par exemple, en 2024, l'UER intervient pour faire réécrire une chanson israélienne qui était d'abord baptisée October Rain, donc en référence au 7 octobre. Horrible. Oh, putain. Horrible. Une référence à November Rain. Oh là là. Horrible. Oh non. Et finalement, l'UER obtient que la chanson soit rebaptisée Hurricane. Ok. Donc ces efforts de neutralisation ne réduisent pas l'intensité politique du concours, ils la déplacent. Ils évitent que la controverse ait lieu sur scène, mais par contre, c'est le cas dans les médias, c'est le cas sur les réseaux sociaux, dans les discussions même post-Eurovision, post-performance. Donc en fait, c'est juste déplacer la question. Mais l'Eurovision, c'est pas juste le moment sur scène, c'est tout ce qui se passe autour. Et évidemment, ces débats ont pris une nouvelle ampleur à l'occasion de l'édition 2026, donc cette année, par rapport à la participation d'Israël. C'était déjà le cas l'année précédente d'ailleurs, mais encore plus peut-être cette année. Il était question de potentiellement exclure Israël du concours. Certains pays d'ailleurs accusent le gouvernement israélien d'avoir faussé les résultats via une campagne de vote massif. Donc l'Islande et 4 autres pays
disent qu'ils vont boycotter le concours pour protester contre la participation d'Israël. Donc tout ça en plus dans un contexte où l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, traverse des difficultés financières. C'est l'Islande ou l'Irlande qui menace? Pour le coup, les deux. L'Islande, l'Irlande, l'Espagne. L'Irlande est un des pays qui gagne le plus Exactement. et qui finance peut-être le plus. Beaucoup. Même l'Espagne aussi va beaucoup financer. Bon, donc là, ça devient la meilleure manière de voter, c'est avec son portefeuille. Ouais. Effectivement, si c'est les pays qui contribuent le plus, c'est qu'est-ce que c'est l'essence de l'Eurovision ? Est-ce que c'est garder des pays qui sont essentiels à sa survie ? Ou est-ce que c'est vraiment tout faire pour garder un pays qui à la base était déjà périphérique, Israël, même s'ils ont gagné plusieurs fois, qui en plus n'est pas du tout dans l'esprit de diversité, d'inclusion de l'Eurovision. Enfin, donc c'est vraiment, là il faut faire un choix. En fait, il faut faire un choix. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du concours ? Ostraciser un pays, c'est contre les valeurs du concours, mais ça veut dire qu'on tolère un pays colonisateur génocidaire et on laisse partir d'autres pays qui sont hyper importants. C'est très compliqué. Donc en théorie, les gouvernements n'interviennent pas dans le vote. C'est un concours pour les télédiffuseurs publics et pour les artistes, pas pour les gouvernements. Mais des documents financiers montrent qu'Israël a dépensé au moins $1 million en marketing pour l'Eurovision de 2026. Donc c'est des pubs sur les réseaux sociaux notamment. Une partie de cet argent provient du bureau de la Hasbara qui s'occupe de la propagande israélienne. En fait, Israël compte sur sa diaspora et les personnes qui ont un fort attachement communautaire au pays pour voter. Bien sûr, là, quand Israël est à 2 doigts de gagner là, depuis plusieurs années, c'est pas parce qu'ils se proposent les meilleures chansons, hein. C'est parce qu'ils réussissent à mobiliser leur diaspora et les personnes qui se sentent exactement. Et j'essaie de faire attention aux mots que je choisis. Hein. Je ne parle pas d'un complot juif, hein. Vraiment pas du tout. C'est vraiment juste que, de fait, c'est un pays qui a une diaspora très organisée et des personnes qui se sentent très proches pour des raisons historiques. Voilà. Ce que j'ai pas dit non plus dans les règles de vote, c'est qu'on peut voter jusqu'à 20 fois par personne. D'accord. Et ça veut dire qu'ils allaient poster vraiment des pubs en disant votez 20 fois pour l'artiste israélienne. D'accord. Et tout ça financé par Netanyahou. Et tout ça financé par Netanyahou. Et tout ça confirmé par le New York Times. Donc c'est pas une conspiration. Exactement. Je mettrai l'article dans les notes de l'épisode. Et attendez, je précise, le New York Times, je me suis désabonnée justement il y a 1 an parce que je les trouve trop sionistes. Ils sont extrêmement sionistes. Ils sont aussi d'une certaine manière une forme d'organe de propagande d'Israël aux États-Unis. Okay. Et même eux, ils ont fait une enquête pour dire qu'Israël abusait. Donc pour dire qu'ils sont vraiment pas biaisés dans l'histoire, quoi. Okay. Netanyahou lui-même a posté sur les réseaux sociaux en disant de voter 20 fois pour elle. Donc ça, c'est en 2025. Oh, wow. Hein. L'influenceur Netanyahou. L'influenceur Netanyahou. Et ce qui est fou, c'est que cette candidate israélienne, en 2025, remporte le vote du public, y compris dans des pays qui montrent qu'Israël est très impopulaire. Okay. Notamment l'Espagne. D'accord. C'est-à-dire que, vraiment, je te montre les votes du public en Espagne, où tu vois qu'Israël se détache largement. Ouais, incroyable. Donc, 33%, plus de 33% de votes pour Israël. Le deuxième pays, c'est l'Ukraine, avec 7% des votes, 6,74. Les organisateurs de l'Eurovision disent « Ok, on va faire un truc, c'est que pour 2026, on va lancer un vote sur le maintien d'Israël dans le concours. » Et puis, finalement, ils disent « On vous propose autre chose. On va voter pour passer de 20 votes à 10 votes par personne. » D'accord. On réduit le nombre de votes que les personnes peuvent faire. D'accord. Et ils disent aux télédiffuseurs, si vous acceptez ça, il n'y aura pas de vote sur la participation d'Israël. On garde Israël dans la compétition. La règle est votée. On passe, donc cette fois-ci, on ne peut plus voter 20 fois, mais on peut voter 10 fois. Et ça donc, il n'y a plus... Je pense qu'en plus, ça ne change pas grand-chose, puisque Israël, surprise, est encore arrivé deuxième. Okay. Mais en fait, les télédiffuseurs ont voté pour ça. Et donc, ça a rendu caduque, il n'y a plus de vote sur la participation d'Israël. Donc, en fait, ils ont juste annulé finalement le vote sur la participation d'Israël. Donc, évidemment, il y a les pays qui ont boycotté. Hein. Maintenant, depuis quelques années, les pays du monde entier peuvent voter. Les États-Unis. Les États-Unis peuvent voter. Ils sont pris en compte comme un seul pays. Tout ce qui est hors Eurovision, hors pays de l'Eurovision, sont centralisés comme un seul pays. Mais effectivement, les États-Unis peuvent voter maintenant. Tout le monde peut voter, même des gens qui ne sont pas du tout représentés. On sent quand même depuis quelques années qu'il y a un intérêt de la part des États-Unis qui avaient toujours pris l'Eurovision comme une blague. Et moi, je trouve ça quand même un peu curieux. Tu penses que c'est lié avec cette histoire d'Israël ? Ou peut-être que c'est juste que ça a attiré leur attention parce que d'un coup, il y a eu un débat et dès qu'il s'agit d'Israël, ça fait un petit ping, une alerte Google pour les Américains, tu vois. Je pense que ça a pu jouer au moins en partie parce que ça a pu mobiliser en tout cas des communautés aux États-Unis. Je pense aussi que c'est Internet et la globalisation culturelle en général. Et je pense aussi que c'est la communauté queer qui est de plus en plus dans le paysage des fandoms
dans le paysage culturel et dans les culture wars américaines qui font qu'aujourd'hui, les États-Unis sont plus enclins à s'intéresser à Eurovision qu'à une époque. Non, mais je pense aussi. Et d'ailleurs, je pensais même que la fête de la musique aussi maintenant commence Exactement. à intéresser des gens. Donc, tu as raison, c'est pas juste ça. Ouais. Les Américains commencent depuis quelques années à se dire mais attendez, il se passe des choses intéressantes en dehors de nos frontières. Ouais. Et je pense que ça fait cool pour les Américains de s'intéresser un peu à l'Europe. Ouais, mais non, mais les films Netflix français qui marchent aux États-Unis, tout ça, c'est un truc global, je pense. Hein. Oui. C'est intéressant. Parce qu'à une époque, c'était une blague pour les Américains. Ouais. C'était une blague et il y a beaucoup de parodies, de shows, de variétés européennes aux États-Unis, comme si c'était un truc qui n'est digne que de mème, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus pris au sérieux. Même moi, à titre personnel, l'Eurovision, j'ai complètement changé mon regard là-dessus. Hein. Ok. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que c'était un truc hyper ringard. Et en fait, il y a un truc aujourd'hui, on se prend plus au sérieux, des choses qu'on considérait comme kitsch, ou alors on a. Enfin, non, le t'as kitsch vu la est plus deuxième devenu... et troisième lecture du truc Ouais, aussi. voilà, exactement. Et le kitsch n'est plus un gros mot non plus, je pense. Probablement. Donc, l'Eurovision, l'organisation de l'Eurovision a essayé de calculer les potentielles conséquences financières des deux scénarios. Mais en fait, ils ont décidé pour le moment, en tout cas, de garder Israël. Mais c'était vraiment à deux doigts. Là, franchement, on s'est jamais autant approché d'une exclusion d'Israël. Mais dans cette idée de toujours être neutre et de ne pas se prononcer sur la politique, en fait, l'Eurovision fait passer un message politique. Devient aussi une scène sur laquelle Israël peut exprimer ses discours propagandistes de queerness, on est là pour accueillir tout le monde. Donc voilà. L'attention et aussi... Détourner l'attention. Ouais. Et donc Israël arrive une nouvelle fois, deuxième, en 2026. Et donc on en est là aujourd'hui. L'Eurovision ne peut pas échapper à la politique, en tout cas visiblement. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen pour l'Eurovision de se réinventer en assumant cette fois-ci des prises de position politiques? Tout ce qu'on voit là, c'est des pays qui se déchirent entre eux. L'Espagne qui dit qu'il se retire, l'Allemagne qui dit nous on se retire si Israël... Ah oui, parce que l'Allemagne a dit ça, l'Allemagne a dit nous on se retire si Israël est exclu. Enfin, en fait, ça montre aussi à quel point on est fracturé. Le problème, c'est pas l'Eurovision, c'est le monde, en fait. La musique et par extension les compétitions liées à la musique ne sont que le reflet de ce qui se passe dans les pays et de ce qui se passe dans la politique, en fait. Le chaos dans l'Eurovision est un reflet du chaos dans la situation géopolitique aujourd'hui. Et je sais pas ce qu'il faut faire. Je fais un rapprochement qui n'a rien à voir, mais un petit peu comme Rotten Tomatoes a un score critique et un score populaire. Ouais. Qui aujourd'hui demande à ce qu'on scanne un billet de cinéma pour pouvoir donner son avis sur le film. Parce qu'avant, c'était instrumental. Parce qu'à un moment, en tout cas, je pense qu'il y a 5, 6, 7 ans, c'était instrumentalisé par les gens pour pouvoir boycotter des films, pour pouvoir couler tel film parce qu'ils mettaient en avant des personnes que certains mouvements en ligne n'aimaient pas. Voilà. Et aujourd'hui, on va prendre au sérieux plutôt le score critique du film. Oui. Peut-être qu'il faut séparer le vote des spécialistes, le vote du jury, du vote du public. Parce que si le vote du public peut être aussi aisément faussé, c'est ce vote public qui devient problématique. Donc peut-être qu'on devrait revenir à un vote uniquement critique. Mais alors du coup, je pense que les communautés de fans, là, ils sont dégoûtés, quoi. Qu'est-ce que deviennent les fans de l'Eurovision ? Parce que c'est aussi hyper important, je pense, pour le coup, de pouvoir participer, le pouvoir de donner sa voix, même si ça, effectivement, ça arrive assez tard. Un jury n'est pas incorruptible. Et un jury n'est absolument pas incorruptible. Peut-être qu'il faut un gagnant public et un gagnant jury. Mais c'est déjà trop, en fait, pour moi, qu'Israël ait même l'adhésion du public. Ouais. C'est déjà trop, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un vrai message pour eux. Pour Israël, c'est plus intéressant de montrer qu'ils ont un vote public important qu'un vote jury important. Parce que, en fait, pour eux, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a une adhésion au pays. Alors, interdiction des campagnes de vote. Après, moi, je pense qu'il faut juste exclure Israël. Ouais. Si l'Allemagne se dégage à cause de ça, que l'Allemagne dégage à cause de ça, en fait. Exclure les pays qui pratiquent un génocide, en fait. Exactement. Pourquoi pour la Russie, c'est pas un problème ? Et pourquoi, d'un coup, pour Israël, c'est impensable de dire quoi que ce soit. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, tuer des Arabes, c'est pas grave. Alors que tuer des Blancs, c'est beaucoup plus choquant.
Ouais. Donc voilà, moi je pense qu'il faut absolument exclure Israël, point, en fait, c'est tout. De toute façon, non seulement c'est un pays génocidaire, mais c'est aussi pas du tout en accord avec l'esprit, de toute façon, du concours. Et uni par la musique, c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être uni par la musique dans ce contexte, en fait ? Ça devient complètement hors sol. Et je disais tout à l'heure, c'est sympa d'avoir cette espèce d'innocence, mais on peut pas être complètement naïf aujourd'hui et dire non, mais on voit pas ce qui se passe. Et en fait, peut-être qu'il faut pas être faussement innocent non plus, faussement naïf, quoi. Ouais. Sinon, on devient juste bête. Eh bien, je suis d'accord. C'est notre conclusion. Oui. On a parlé du côté marrant d'Eurovision. Voilà. Et on a parlé aussi des problèmes qui gangrènent le truc. Et c'était très bien. Pour moi, c'est l'essence même du concours. Qu'est-ce que c'est que l'Eurovision, du coup ? Ouais. Et c'est ça qui est vachement remis en question ces dernières années. Et C'est discuté et débattu. Mais on n'oublie pas ABBA. Bah non, on n'oublie pas ABBA et on n'oublie pas... On n'oublie pas les Céline deux Dion. choses peuvent exister en même temps. Un Exactement. concours musical peut être corrompu et utilisé à des fins politiques. Voilà. Et il peut aussi donné naissance à de très belles choses musicalement et des véritables mouvements qui ont enrichi la pop musique. Exactement. Deux choses contradictoires peuvent être vraies. Tu as des DJ sets prévus bientôt en France ? Il va y avoir des DJ sets à Marseille, Ouais. dans le club qui s'appelle Unité 22, en Belgique, au festival Paradise City, ainsi qu'au festival de Dour. Plein d'autres choses. Prenez vos places. Bien sûr, je mettrai tout ça. Inscrivez-vous, devenez mon ami sur Instagram. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi aussi sur Shotgun, sur Resident Advisor, sur Dice, pour ne rater aucune date Génial. de DJ set de Tequila Tex. Merci vraiment, merci pour cet épisode. Et puis, merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Mettez des commentaires. Vous pouvez aussi en mettre sur YouTube. Et quoi d'autre ? Oui, abonnez-vous sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Merci de m'avoir reçu. Merci. Mais avec grand merci. plaisir.